L'histoire constitue un matériau naturel pour le jeu de rôle. Source d'inspiration inépuisable, elle abreuve les imaginaires et offre sur un plateau d'argent toutes les frictions et les questions existentielles susceptibles de nourrir une fiction riche et passionnante. Jouer avec l'histoire pose néanmoins une série de questions. Comme le rappelle Olivier Caïra en préambule d'un ouvrage consacré au sujet, l'histoire n'est jamais neutre. Le réel y affleure, charriant son flot de mythes, de victimes, de rancunes, de débats sur les actes et les conséquences des acteurs du passé. Déjà avec quelques amis autour d'une table, les différences de représentation, les degrés divers d'érudition ou de tatillonnerie, les sujets sensibles peuvent constituer des embûches. Parfois, un échange sur le contrat social, les enjeux de la partie et les attentes de chacun est alors nécessaire. Mais peut-on dès lors imaginer faire de l'histoire en jeu de rôle grandeur nature ? Dans un média où les participants sont invités à incarner, avec le plus d'authenticité et de cohérence possible, l'altérité historique, et où l'échange hors jeu est par convention évité, ou tout du moins très cadré. Le GN peut-il traiter des sujets graves ? Permet-il de se plonger dans une période historique que d'aucuns préféreraient oublier ? Peut-il le faire avec tous les publics et peut-il constituer une occasion d'apprentissage ? Pas de faux suspense, nous répondons oui à ces différentes questions. Mais dans ce podcast, nous allons nous intéresser aux conditions qui permettent de répondre par l'affirmative. Et pour aborder le sujet, nous accueillons deux invités, Kevin et Nathanaël. Kevin, tu es historien, géniste semi-professionnel si on s'en réfère à ton agenda, et auteur d'un GN qui t'amène ici aujourd'hui, et dont le titre fait écho à un monument de la littérature belge, Le Chagrin des Belges d'Hugo Claus. Nathanaël, tu es professeur et historien. Tu as co-organisé à 2 reprises avec Kevin une version scolaire du Chagrin des Belges, et d'après ce qui nous revient, tu commences à rouler ta bosse dans le milieu du GN. Avec vous, on parle aujourd'hui GN, enseignement de l'histoire, serious gaming et pédagogie du projet. Il y a du boulot. Bienvenue dans les traversées ludiques. Merci de nous accueillir. Merci. Alors on est aussi avec Édouard et Justine. Bonjour. Bonjour. Et donc pour être tout à fait clair, avec notre association Les Traverses, on a collaboré à la première organisation de ce GN avec Kevin, qui est aussi un ami, depuis de nombreuses années. Notre partialité est donc assurée et assumée. Kevin, tu es l'auteur du Chagrin des Belges, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle le GN et comment tu en es venu à ce projet ? Alors le GN en soi est la reconstitution d'un procès en fait. C'est un procès qui se déroule pendant la répression de la collaboration en Belgique, donc à la fin de l'année 1944 ici en particulier, et qui est le procès d'une femme qui est accusée d'avoir dénoncé des résistants pour sauver la vie de son fils. Et donc toute l'histoire est centrée autour de ce procès qui se déroule normalement sur une journée et qui commence avec l'ouverture du procès, les témoignages, plaidoiries réquisitoires, jusqu'aux délibérations du jury et l'annonce de la sentence ou de la libération si l'accusé n'est pas reconnu coupable. Pour ce qui est du processus de création, en fait, il y a 2 bases. Il y a d'abord une base plutôt génistique, qui était l'envie de mon côté, qui existe encore aujourd'hui, de mettre en place des designs un peu atypiques, un peu originaux, et dans ce cas-ci de faire vivre un procès qui est malgré tout une expérience assez particulière, puisque c'est un cadre de jeu et un cadre d'expérience au sein duquel tout le monde a un moment sous les projecteurs, que ce soit les témoins qui ont leur moment à la barre, que ce soit le juge, que ce soit les avocats ou les procureurs qui ont chacun leur moment de parole qui est déterminé par une procédure. Donc l'idée était de réussir à mettre au point une expérience qui réussisse quand même à donner du jeu à tout le monde, malgré ces moments qui sont déterminés par le cadre et qui sont, si on regarde de l'extérieur, normalement les seuls où chacun ou chacune peut intervenir. Donc j'avais envie de créer quelque chose d'atypique, et un procès était une expérience que j'avais envie de tenter. Et de l'autre, j'ai eu envie de de pouvoir utiliser une partie du matériau que j'ai trouvé lors de mes recherches sur la Deuxième Guerre mondiale, puisque je travaille au Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire à Bruxelles, et où j'ai été chargé avec un collègue, j'ai été commissaire de l'exposition permanente sur la Belgique occupée, qui est toujours ouverte actuellement. Et dans ce cadre-là, j'étais notamment chargé de toutes les recherches sur la collaboration et puis la répression de la collaboration.
Et c'est comme ça que je suis tombé notamment sur le cas de l'affaire Irma Laplace, qui est bien connue dans les milieux communautaires flamands surtout, et qui est une affaire qui m'a forcément marqué, ne serait-ce qu'à cause de ses implications politiques. Il y a eu une réouverture du procès dans les années 90, tellement le sujet est politiquement chargé. Et par d'autres implications. Le fait par exemple qu'il s'agit historiquement d'une femme qui a été condamnée à mort, alors que seules 4 femmes ont été exécutées dans le cadre de la répression de la collaboration, parce que c'était une époque où simplement on n'exécutait pas les femmes, et donc ça devait être des symboles. Et parce que c'est aussi un procès qui a été marqué par malgré tout de nombreuses irrégularités, et où encore aujourd'hui on n'est pas vraiment sûr que le verdict corresponde à la réalité historique, pour autant qu'il y ait une réalité historique. Donc j'ai eu envie de mêler les deux, et ça s'est assez bien croisé. Donc je suis parti sur cette histoire, où j'ai gardé le fond, qui est celui du procès d'une femme accusée d'avoir dénoncé des résistants, où j'ai changé les noms évidemment pour ne pas simplement recréer l'affaire Laplace, et auquel j'ai ajouté des éléments qui venaient du roman d'Hugo Claus, donc le chagrin des Belges, qui m'a également fourni un titre qui était un titre qui me semblait assez parfait pour définir cette expérience. Parfait, oui. Et donc voilà. Et le roman, tu le connaissais déjà avant tout ce travail sur l'exposition, sur tout ce travail qui t'a amené à créer le jeu, ou alors c'est quelque chose que tu as découvert en cours pendant tes recherches et la création? Alors c'est un roman que j'avais déjà lu à l'adolescence, qui n'avait pas forcément laissé un souvenir marquant à l'époque. C'est pas vraiment un âge auquel le sujet peut parler si on n'est pas un peu intéressé à la question. Et je l'ai relu dans le cadre de mes recherches, puisque malgré tout ça offre un insight assez intéressant sur la vie dans une famille collaboratrice flamande, qui était le cadre dans lequel je voulais placer une bonne partie de mes personnages. D'accord. Sur le processus de création d'un GN historique, c'est quand même pas banal. Ça se fait de plus en plus, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même des particularités, j'imagine. Qu'est-ce que ça donne en tant qu'auteur de travailler l'histoire? Alors ça donne la possibilité d'avoir un matériau qui est très vaste, qui est très riche en fait, beaucoup plus souvent que ce qu'on peut imaginer. La réalité dépasse souvent la fiction en termes de bizarrerie ou simplement d'intrigue. Et pour ce qui est de la mettre en scène, je ne me définirais certainement pas comme un ayatollah de la reconstitution. Pour moi, j'essaie de garder le côté le plus historique possible, mais l'expérience prime sur l'historicité. Et donc, si je dois faire des altérations ou simplement des concessions par rapport à certains éléments historiques, pour autant que le fond reste le même, j'essaye de mettre en avant l'expérience avant tout, et de rendre le design le plus fluide possible, tout en gardant ce fond historique. Sur les questions de temporalité, tu peux nous rappeler? Donc en gros, tu organises la première session, c'était en quelle année, tu te souviens? J'ai oublié. Alors c'était juste avant le Covid. 2020, c'était en février 2020, voilà. C'était l'un des derniers GN organisés juste avant le confinement, c'était fin février 2020. Est-ce qu'on n'a pas tous eu la grippe? Si, quelque chose du style. D'accord, et puis après le projet devient un projet partiellement scolaire, parce qu'il n'était pas pensé pour ça au départ? Il n'était pas pensé pour ça au départ, et puis ça, en discutant avec Nathanaël pas longtemps après cette première session, peut-être même déjà un petit peu avant, qu'en fait dans l'échange on s'est rendu compte du potentiel pédagogique qu'il pouvait y avoir derrière ce projet, et on a essayé de le mettre en place dès 2020 avec les contraintes sanitaires, et puis ça a été encore reporté jusqu'à ce qu'on puisse organiser la première session en mai 2022, si je ne me trompe en scolaire. Et du coup, peut-être spécifier pour nos auditeuristes quel est le public que vous avez visé ici avec la session scolaire, parce que bon, nous on est au courant, évidemment, on sait bien que c'est pas des jeunes enfants, hein, c'était un public de réto, donc de terminale, on dit en France. Et toi, Nathanaël, tu es prof pour ces âges-là? Oui, tout à fait. Moi, j'enseigne aux étudiants au niveau supérieur, comme on dit en secondaire, donc les 4e, les 5e et les 6e secondaires en Belgique, donc la terminale, la première et la 2e équivalent français. Mais j'ai la chance aussi d'avoir des étudiants en option histoire, donc jusqu'à 6 heures semaine. Donc c'est vrai que c'est un public
qui est particulièrement sensibilisé au sujet historique, mais c'est aussi un public qui est particulièrement sensibilisé à la question de l'organisation de projets dans le cadre de sa scolarité, puisque c'est aussi une école qui fonctionne en pédagogie freinée. C'est vrai que c'est une double chance que j'ai, des étudiants que j'ai de nombreuses heures par semaine, jusqu'à 6 heures pour préparer ça, et des étudiants qui attendent des projets et qui sont prêts à les construire dans le cas de la session qu'on vient de vivre sur 2 ans, et un peu de manière improvisée, pour la première session qui a eu lieu au milieu du Covid, effectivement. Donc c'est clair que le terreau avec lequel on a mené ce projet-ci n'est pas celui d'une école secondaire traditionnelle, ça c'est clair. Et ça fait écho au style de prof que t'es, à la manière dont t'enseignes habituellement, ou c'est quand même quelque chose de dépaysant? C'est une bonne question. J'aurais tendance à répondre par la facilité en disant que n'importe quel enseignant en Belgique serait dépaysé par ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas de GN scolaire en Belgique francophone en tout cas. Et je pense qu'à l'échelle de la francophonie, il y a peu d'expérience sur 3 jours comme on l'a fait 2 fois. Mais à mon avis, ça fait écho à ce qu'on cherche d'une pédagogie du projet. Je trouve que c'était particulièrement intéressant d'être filmé pendant les 3 jours et de venir faire ce podcast ici, parce que je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir en parler d'avoir une opportunité aussi de revenir, même pour nous, sur ce qui s'est passé et de le communiquer, parce que c'est vraiment du tâtonnement qu'on fait. On essaie d'inventer le GN scolaire en francophonie. Ici, en plus, avec la question d'un GN avec des sujets sensibles en plus, donc c'est une double difficulté. Et je pense qu'on avait des étudiants, on avait le terreau propice à faire ça effectivement, et les adultes propices, parce que c'est vrai que tu me parlais personnellement, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont été qui ont permis de réussir en fait les 2 sessions. D'abord dans le milieu enseignant, j'étais pas tout seul sur place et c'était vraiment chouette de pouvoir se dire que ça devient un projet d'école. Et Kevin, qui est à côté de moi, qui a écrit le Chagrin, était loin d'être le seul sur place pour mener les ateliers préparatoires, pour mener le derolling après, toute une série de choses que nous, en tant qu'enseignants, on n'envisage pas en fait. Et donc c'était pour revenir à la première session, même vous avoir vous les traverses en disant ben voilà comment s'est passée notre première session avec les adultes. Donc je pense que je suis loin d'être la seule personne à avoir eu l'envie un peu dingue de faire ça avec des élèves, que c'est une occasion peut-être de parler de GN scolaire. Ouais. Effectivement. C'est bien le but. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être, parce que je me rends compte que je n'étais pas au courant de la longueur, de la longueur de la préparation. Tu parles d'une préparation qui a duré 2 ans. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la temporalité, à la fois des 3 jours, si j'ai bien compris, et des 2 ans de préparation avant? J'ajouterais même une dimension, c'est ce qu'on peut peut-être revenir sur la structure du jeu en tant que tel, pour qu'on voit un peu de quel GN il s'agit, déjà dans la version originelle, et puis après peut-être d'aller vers les spécificités du jeu scolaire. Je peux commencer par la version originelle. En tout cas pour les adultes, si on peut les appeler ainsi, elle est censée se dérouler sur une seule journée, à savoir que les ateliers se déroulent dans la matinée. On essaye de les finir en fin de matinée pour que le procès puisse commencer éventuellement en fin de matinée, ou en tout cas sur le temps de midi, et se déroule au finish jusque souvent tard dans la nuit, voire les petites heures selon la durée de la délibération. Alors que effectivement pour des scolaires c'est impossible de partir sur ce type de format, ne serait-ce que parce que les journées sont simplement trop longues pour eux, et puisque les ateliers doivent être plus longs aussi, puisqu'on est sur des primogénistes, des gens qui font pour la première fois un GN, et aussi parce que les thématiques qui sont abordées sont lourdes, et alors déjà pour des adultes c'est lourd, mais là on est sur des adolescents, donc il faut les étaler un peu plus dans le temps, d'où la structure qui avait été proposée par Nathanaël et qu'on a adoptée, qui est une structure en 3 jours, avec une journée complète consacrée aux ateliers et de préparation, de mise en place dans le rôle, et puis alors une séparation du process en lui-même sur 2 jours, avec une première journée consacrée à toute la série de témoignages, les différents témoins, les différentes interventions, et une deuxième journée alors qui est consacrée à la plaidoirie et au réquisitoire, éventuellement au repassage de l'accusé, et puis alors les délibérations du jury jusqu'à
jusqu'à la sentence ou pas sentence. Ok, alors je propose qu'on prenne les choses vraiment par étapes, parce que, comme tu l'as dit, à mon avis, on va s'adresser à un public qui a jamais fait de GN aussi, qui pourrait peut-être être intéressé par ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et donc du coup, tu parles d'atelier. C'est quoi un atelier en GN et à quoi ça sert? Alors il y a plusieurs types d'ateliers. Les ateliers sont souvent des sessions de briefing ou d'explication, parfois d'échanges, qui servent à mettre en place soit des mécaniques qui vont être utiles pour le déroulement du GN. Je pense par exemple aux mécaniques de sécurité émotionnelle. Donc on apprend aux participants à avoir les mêmes types de gestes ou de réflexes quant à leur sécurité émotionnelle, au cas où ils rencontreraient ce type de problème pendant le jeu. Et il y a également d'autres types d'ateliers qui servent plutôt à placer les choses, à placer les éléments de l'univers du GN. Ça peut être par exemple des ateliers qui servent à créer des souvenirs entre les différents personnages ou à établir des relations entre les différents personnages et à rappeler à chacun qui est qui. On peut citer l'exemple de l'atelier qui est appelé la sellette en français ou le hot seat parfois en anglais, et où chaque joueur ou joueuse s'installe sur une chaise devant les autres et va expliquer qui il ou elle est et répondre à des questions sur son personnage, ce qui permet à tous les autres de situer ce personnage par rapport au leur et donc de faciliter le déroulement du jeu. Donc je crois qu'on a ces deux types d'ateliers là principalement avant le démarrage d'un jeu. Donc des ateliers sur le contenu, sur le contexte, sur le cadre du jeu, sur l'univers dans certains GN, et puis des ateliers sur le rôle, plus centrés sur le rôle que la personne va incarner. Exactement. C'est ça en résumé. Oui. Ok. Et les techniques, du coup. Oui, aussi. d'atelier. Et les techniques, ouais. 3 types d'ateliers. Alors. Vous avez fait les 3 pour le chagrin, chaque fois, dans toutes les sessions? Oui, à chaque fois, avec la spécificité dans le chagrin de rajouter un atelier qui est vraiment historique, puisqu'on est sur une période très particulière avec la libération de la Belgique et le début de la répression de la collaboration. Et c'est un sujet, enfin sans critiquer l'enseignement, mais de manière générale qui est très peu abordé dans le cadre des cours d'histoire, et donc pour lesquels les adultes qui jouent souvent n'ont absolument aucune notion, et donc il faut reprendre un peu le sujet pour que tout le monde soit à peu près sur le même niveau et puisse interpréter son rôle avec des chances égales. Ok, donc on a la partie atelier, et puis après le jeu commence de manière abrupte, paf, on est lancé dans le procès, comment ça se passe? Le jeu commence dans la salle où le public est installé, et puis arrivent progressivement les magistrats, les différents magistrats, donc les 3 juges, procureurs, qui d'abord arrivent, vont se préparer, ils arrivent en retard, pour évidemment mettre la pression dans la foule qui est déjà sur place, puisque dans le public il y a des témoins qui sont à côté de gens qui ont d'autres intérêts dans le procès, donc ils peuvent déjà interagir. Et puis une fois que les magistrats sont prêts, le greffier entre, annonce la cour, tout le monde se lève et le procès commence de manière formelle. Il sera interrompu par la suite de nombreuses fois par des interruptions de séance, ça fait partie du design d'ailleurs. Mais à partir de là, oui, c'est le procès tout du long, en tout cas en version adulte sur une seule journée. Okay. C'est plus light en version scolaire. Et alors tu parlais du greffier, je crois savoir que c'est pas un personnage ou un joueur plutôt comme n'importe quel autre. Non, c'est un pour le coup c'est un joueur qui a une formation juridique et qui donc nous a servi de PNJ, donc de personnage non joueur, pour les différentes sessions adultes et pour les différentes versions scolaires, qui a une vraie connaissance de la procédure d'un procès d'assises en Belgique, et qui donc peut à la fois servir de lien pour les différents moments de la procédure, et qui peut être en permanence à côté des joueurs et joueuses qui interprètent les magistrats, et pouvoir ainsi leur donner des conseils sur la manière dont le procès doit se dérouler. Et en version scolaire, il sert également à maîtriser les ateliers juridiques, puisque c'est forcément moins bien connu chez les adolescents, et leur expliquer un peu la procédure au cours d'un procès. Ça y est, rôle de cadrage. Exactement. D'accord. Et après, à la fin du procès? Alors à la fin du procès, une fois que le verdict a été rendu, c'est un verdict qui est totalement libre, puisqu'il n'y a pas de fin qui est écrite sur ce gène-là, on lance un audio qui est différent selon les fins qui ont été choisies. Ce n'est pas du tout un spoil de dire que si l'accusée est condamnée à mort, on a un audio avec les bruitages de l'exécution. Si elle est condamnée à de la prison, simplement la Brabançonne qui montre le côté belgicain qui a en quelque sorte gagné dans sa répression face à la collaboration en Flandre. Et si elle est libérée, c'est le Vlaamse Leeuw, donc l'hymne national en quelque sorte flamand, qui est entonné. Et à partir de là, on lance des ateliers dits de derolling, donc de sortie de rôle, qui sont assez basiques mais qui permettent de faire la transition entre les personnages
d'un côté et les joueurs à la sortie, et qui sont principalement aussi centrés sur leur bien-être, savoir comment ils ont vécu l'expérience, ce qu'ils ont retenu de leur personnage, et pour les habituer aussi à narrer leur expérience en partant du jeu qui est souvent utilisé au début. J'ai fait telle scène, puisqu'ils sont encore dans leur personnage. Oh, il ou elle a fait ça. À partir du moment où ils ont réussi à se distancier de ce personnage. Parce que ça peut être très intense, une journée complète, voire plusieurs jours dans le cadre scolaire. Et donc là, c'est la structure, je dirais, du premier opus. Qu'est-ce qui a changé finalement quand on se penche sur le public scolaire? Qu'est-ce qu'il fallait changer? Est-ce que vous ressentiez le besoin de changer? D'abord, c'est super riche de prendre un projet qui a déjà été mené avec des adultes, mais c'est vrai qu'il a fallu tenir compte de la spécificité d'un public scolaire qui est un public captif, qui n'est pas là pour comme la première session adulte que vous avez menée, qui vient s'inscrire à un casting, qui espère être repris, qui vient sur ses temps libres, passer un week-end, qui peut être du coup très resserré. Ici, on est quand même avec un public de jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, et qui le font dans le cadre de leur cours, finalement. Il y avait pas d'obligation qui avait été proposée aux élèves. On n'a pas tendance à fonctionner comme ça à l'école de manière générale, donc on a 1000 étudiants dans l'école, chacun doit mener des projets. Ça fait partie on s'inscrit dans une pédagogie Freinet. On va mener à bien des projets, on parle souvent d'ateliers à l'école, mais aucun n'est obligatoire. Quand on s'inscrit dans un atelier, il y a 60 choix. L'étudiant qui a envie de faire de la cuisine peut faire de la cuisine, celui qui a envie de faire de la reconstitution historique doit avoir le droit de le faire aussi. Donc il y a un engagement de mener à bien un projet, mais qui n'est certainement pas d'être obligé de faire un procès d'assises comme celui-ci. Je pense que très vite on a vu l'intérêt historique. Kevin vient d'en parler beaucoup. Moi j'aimerais bien revenir aussi sur l'intérêt simplement de faire un procès d'assises. Revivre de A à Z en portant tous les rôles, les magistrats, les avocats, les témoins, la famille de l'accusé, et même les membres du public. On a quand même les jurés évidemment, pour qui au final le procès se fait. On a quand même un panel ici de rôles, une spécificité qui fait que chaque élève peut s'y retrouver aussi en s'inscrivant, en tout cas chaque élève qui souhaite participer au projet. J'ai envie de parler un peu plus. Il y a des rôles d'avocat. Moi, j'ai envie d'avoir un moment un peu plus scripté où je vais venir. J'ai envie d'un moment un peu plus théâtral. Témoin. Moi, j'ai envie de pouvoir peser sur le jeu à la fin, quand tu vas être juré, toi tu vas suivre il y a cette idée de pouvoir aussi recréer ce qui est au fond la juridiction la plus importante de Belgique, l'assise, tout en pouvant s'inscrire dans un rôle qui convient aussi à la personne. Donc je pense que pour du scolaire ici, l'idée de recréer un procès d'assises est vraiment une idée géniale. Le contexte historique, tu en as parlé beaucoup, je ne vais pas revenir dessus, mais pour un cours d'histoire avec des étudiants de 5e ou 6e général, c'est simplement le programme. C'est vrai que Kevin parlait de l'importance de se remettre dans le contexte historique. Je pense qu'on a constaté que les jeunes, paradoxalement, de 17-18 ans, avaient tendance à être beaucoup plus facilement plongés en 1944 qu'un public d'adultes qui vient assez logiquement avec ses représentations actuelles, avec son vécu. On est tous avec nos valises, et c'est marrant de voir qu'à 17-18 ans, on peut les abandonner plus facilement pour rentrer dans une période historique. Et ça, c'était vraiment très chouette à mettre en place aussi. Et donc, comment reprendre cette version adulte qui a un potentiel génial pour en faire du scolaire? Assez vite, on n'a qu'un public de néophytes, donc l'idée de prendre une première journée pour se mettre dedans a été, avec les adultes, très naturelle. Cette journée d'atelier dont Kevin vient de parler, en reprenant les ateliers qui sont faits pour les adultes, et en les adaptant à un public scolaire qui n'a jamais fait de GN, donc notamment un atelier « C'est quoi le GN ?», qui probablement n'existera jamais sur aucune session adulte, mais qui ici est un atelier qui est hyper important, et qui est l'atelier qui marche bien, en fait. Ils fonctionnent tous très bien. Je serais curieuse de savoir comment c'est. Ça sort du cadre de ce podcast, mais je serais curieuse de savoir comment cet atelier est abordé. Oui. Il faut venir le voir. Est-ce qu'il y a des règles du jeu? Est-ce qu'on jette un dé? Est-ce qu'on peut se lever et ne pas être d'accord avec ce qui se passe? Oui, tu as le droit.
ton personnage n'est pas d'accord, il se lève, il crie. Comme toi, dans la vraie vie, en fait, si t'es pas d'accord avec ce qui se passe, tu te lèves et tu dis la consigne, elle est nulle. Bah, dans le procès d'assises en 44, tu peux le faire aussi. Donc c'est vrai que à côté des ateliers, je pense que l'atelier juridique, public, scolaire ou adulte, il n'y a pas de différence. Kevin parlait de la OTSI, enfin de la sellette. Je pense que public adulte, public étudiant, on va faire pareil. Par contre, ces ateliers... comment jouer un personnage. Il y a quelque chose qui est très naturel chez les GNistes, qui est cette idée, il y a moi, il y a mon personnage. Quand on a 17 ans et qu'on est pour la première fois plongé dans un GN, c'est très 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 compliqué en fait à imaginer. Surtout à une époque de la vie où déjà, pour plein de raisons, on se pose des questions sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, c'est pas mal de faire du GN à 17 ans. Remettez-vous à 17 ans, c'est une période où on se pose pas mal de questions, et ici on a le droit de dire, mon personnage peut faire des choses dégueulasses, ça ne veut pas dire que le joueur à côté porte les choses dégueulasses qui sont faites. Et à contrario, je peux mettre en scène une dispute, je peux mettre en scène un moment un peu compliqué avec un autre personnage, et puis après quand je redeviens moi-même le soir, je peux en parler. Et ça c'est quelque chose aussi qui est, là je tiens à souligner l'importance pour moi, en tant que prof, d'être accompagné par des GNistes qui sont des gens qui ont une expérience, qui ont vécu, qui ont parfois eu des choses difficiles sur GN, et qui sont capables de venir avec des jeunes et de leur dire, apprenez ces deux dimensions en fait. Donc ça aussi c'est une force je pense de la version scolaire ici. Donc il y a cette première journée, puis après on a coupé le procès, comme l'a dit Kevin, en deux moments. Le moment le plus scripté, on a rajouté aussi des black box qui permettent en fait aux jeunes de se mettre en costume et de découvrir des moments un peu plus scriptés avant de se lancer dans la salle. Je pense que les adultes, quand ils arrivent, ils sont dès le premier jour lancés dans la salle en disant allez-y, faites le procès. Nous on fait prêter serment la veille, au soir, les ateliers se terminent. On propose aux jeunes de se mettre en costume et on leur dit on va faire prêter serment de la cour. On va installer la cour et puis on va installer les avocats. Et puis en début de deuxième journée, on va faire prêter serment. Ce sont des choses qui existent dans un tribunal normal, mais qui ici permettent petit à petit de se mettre dedans et d'arriver au moment où Kevin parlait de ce jour de décembre 44 où la cour arrive dans un village à Middelkerk. Tous les jeunes ont eu l'occasion de rentrer dans leur personnage la veille, de voir les costumes, c'est important aussi, de ne pas se découvrir en costume, parce que on est en classe ensemble au quotidien, et que c'est quand même bien de se voir à l'avance pour se faire la blague, parce qu'on sait très bien qu'on a envie de se faire la blague sur le costume, et donc ça permet d'avoir un jour 2 où on est déjà dedans, et alors le jour 3 est le moins scripté, mais c'est le jour 3, donc en fait ça marche. Où on interroge pour une dernière fois l'accusé, on fait revenir éventuellement des témoins, c'est leur jeu, ils se l'approprient très fort. La première version, ils avaient fait revenir pratiquement tous les témoins, et puis ils les avaient confrontés. Ici, les témoignages avaient été un peu plus longs, un peu plus construits, un peu plus prévus, donc au final, le dernier jour, on a eu l'interrogatoire de l'accusé et les plaidoiries en guise de moments forts, de moments phares, et puis le verdict. Et là, l'incertitude du temps du verdict passe tout seul, parce qu'on est le troisième jour du jeu, et tout le monde sait comment ça marche. Donc c'est vrai que c'est très stimulant intellectuellement de partir de cette version d'adulte qui se fait en un jour, comme beaucoup de GN finalement, avec cette idée de devoir rentrer le soir en ayant fini quelque chose, de le passer en 3 jours. Ça a été assez naturel, et on a fait pas mal de retouches aussi entre les deux versions. C'est vraiment très très riche, cet aspect-là. Ouais. Comment est-ce qu'on gère les interruptions? Je sais pas moi, après le deuxième jour à 18h, on dit cette partie du procès est terminée. Comment est-ce qu'on gère le moment où ils sont plus en rôle? Et en fait, de manière assez surprenante, on s'est rendu compte sur les 2 runs scolaires que pour ces 16, 17, 18 ans, qui sont souvent des néophytes, c'est beaucoup plus facile de passer du en-jeu hors-jeu, du TI au TO. Oui. On a remarqué des scènes où des 3-4 personnages sortent, se mettent sur le côté, on les entend, ils sont passés totalement TO, donc time out, et ils sont en train de parler de leur vie de tous les jours. Un intervenant extérieur arrive, leur donne un élément de jeu, en 1 seconde, ils sont repartis dans leur personnage et ils arrivent à switcher. Donc juste pour rappeler, time in, time out, c'est donc bien quand on incarne le rôle, c'est le time in, c'est le moment où on interprète son personnage. Le time out, c'est cette période où on est hors de son personnage. On est hors de son personnage. Ou en jeu hors jeu pour les Français qui nous écoutent. Voilà. Et peut-être juste pour préciser aussi, les élèves restaient tous ensemble les nuits. Ils rentraient pas chez eux le soir, je veux dire. Ils restaient
en groupe, tous ensemble, dans une structure que vous avez louée pour l'occasion. Donc. Ça fait partie, je pense, du dispositif aussi de sécurité, d'avoir le groupe qui reste en résidentiel, qui s'isole de l'école, notamment, et qui, pendant 3 jours, joue on est à Middelkerk pendant 3 jours. Même si à 18h, on arrête de jouer, la White Room ne s'arrête pas à 18h. La possibilité, donc le dispositif finalement, qui permet à un élève qui a envie de parler, d'avoir accès à un adulte, ou simplement d'avoir une coupure par rapport au reste du groupe, ne s'arrête pas à 18h. Et ils ont une flexibilité mentale qui est extrêmement remarquable par rapport à nous, de pouvoir se mettre très vite dans le personnage, très vite en sortir, avec un naturel. On n'a pas besoin de le demander. On dit, on a besoin de souffler à 18h, stop. Et il n'y a plus la pression du jeu, du tout. Par contre, combien d'élèves continuent à discuter de ce qu'on fait demain, mais d'une manière qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus légère, et puis celui qui n'en a pas du tout envie est avec son jeu à côté, puis on lance le karaoké pour ceux qui en ont envie, et puis il y a cet aspect aussi de voyage, de vie de groupe, de voyage scolaire. Un groupe, ça aussi, c'est peut-être lié à l'école, qui se connaît très bien, qui parfois sont ensemble à l'école depuis qu'ils ont 5 ans, donc vivent une expérience en commun, dont tous les moments sont importants, y compris les moments de time out. Mais ils y passent très 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 facilement par rapport à même des joueurs qui incarnent très fort leur personnage, qui viennent de sortir d'une scène très très lourde. Je pense notamment à la famille qui s'est très fort impliquée cette année, la famille de l'accusé, qui ont eu des scènes très 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 compliquées, et qui à 18h sont avec les autres à manger, en discutant du fait qu'il fait très beau à Tilf, et que c'est ça. Ouais, ça montre que c'est génial. C'est ça, d'un autre côté. Ouais, c'est très très sain. Ok, et on va reparler sécurité émotionnelle, mais alors j'ai quand même une question pour l'organisateur compulsif de GN. Est-ce que... C'est-à-dire Kevin. C'est-à-dire Kevin, oui, pour ceux qui n'auraient pas compris. Effectivement, est-ce que cette organisation où j'ai le sentiment qu'on prend beaucoup plus son temps par rapport à un GN classique, où c'est quand même souvent plus ramassé avec les publics habituels, est-ce que ça te donne pas envie de plus prendre ton temps d'organisation de GN? Alors si. Ça, la réponse est simple, si. Ce serait beaucoup plus pratique de pouvoir le faire effectivement de la même manière aussi avec des adultes, mais malheureusement l'agenda des génistes est souvent ce qu'il est, et il est beaucoup plus difficile de demander à des adultes qui, pour le coup c'est un hobby et qui payent pour venir, de prendre 3 jours plutôt que de prendre une seule journée. Mm-hmm. Oui, mais c'est aussi la division, la proportion du temps passé en jeu pur et dur, et le reste, l'encadrement, le fait de rentrer lentement dans le rôle, etc. Il y aurait quand même, à mon avis, un sujet à creuser, non? T'as pas l'impression? Si, il y aurait clairement un sujet à creuser, mais ça fait pas partie malheureusement des mœurs des GNistes qui veulent maximiser leur temps sur place. Oserais-je dire rentabiliser? Rentabiliser le bon terme, je ne sais pas l'utiliser puisque j'aime pas trop le côté commercialisation et. C'est à dessein que j'utilise, oui. Oui, voilà. Mais effectivement, oui, ils veulent rentabiliser leur temps sur place. Ils ont, malgré tout, la plupart des génistes sont payés pour une activité et veulent que tout le temps soit utilisé pour cette activité-là et pas spécifiquement pour passer du temps ensemble, même s'ils apprécient les moments ensemble, que ce soit avant ou après le GN. Mm-hmm. Après, de notre expérience d'organisation, il y a quand même aussi une contrainte par rapport à ça qui est le prix des locations. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut, vous aviez un château en l'occurrence pour le GN, si on le veut 3 jours au lieu de 1, c'est pas du tout le même prix. Et nous, on l'a déjà vécu plusieurs fois avec des salles. Voilà, il y a des contraintes logistiques fortes aussi souvent. Et au-delà du clientélisme évidemment qu'on sait, qu'on a vécu, qu'on connaît, et je pense qu'on trouverait quand même un public prêt à attendre. Non, mais bien sûr, mais alors après, ici, il y a le caractère historique du cadre de jeu, et toutes les questions que ça suppose, j'imagine, c'est une question que je vais vous poser là, mais on peut imaginer que ça peut, quelque part, limiter certains, la crainte de ne pas être historique ou de faire des erreurs historiques. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré? Est-ce qu'il y a des différences entre les adultes et les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais curieux on n'en a pas parlé pour la question des adultes. Je serais curieux de voir si s'il y a eu le poids de la reconstitution, tu l'as senti quand t'as fait la question, quand t'as fait les runs adultes. Après, je parlais des runs élèves.
Pour les runs adultes, j'ai senti ce genre d'angoisse avant le jeu. En tout cas, effectivement, il y a certaines personnes chez qui il y a cette peur de faire la faute historique, de ne pas avoir les sensibilités de l'époque ou de ne pas avoir certains codes. C'est surtout ressenti aussi parce que c'est un GN malgré tout dans un contexte qui est très belge, et surtout les runs adultes, on a eu des joueurs français et françaises et qui du coup n'ont pas du tout cette culture historique, qui ne connaissent pas le passé de la Belgique, et c'est normal, comme on ignore aussi beaucoup d'éléments de l'histoire française. Et donc il y avait cette peur de commettre des erreurs, mais je pense qu'elle est assez vite désamorcée dans les ateliers, notamment dans le contexte historique, pour leur montrer qu'il y a bien sûr quelques éléments à connaître pour éviter d'être totalement à côté de la plaque, mais que des erreurs de toute façon elles vont arriver. Alors c'est vrai que c'est plus facile éventuellement avec des adolescents de leur dire des erreurs vont arriver, c'est pas grave, restez dans le jeu, qu'avec des adultes qui ont peut-être plus de pression. Mais malgré tout, jusqu'ici en tout cas de mon expérience, simplement faire passer ce message-là est suffisant pour dédramatiser ces angoisses. D'accord. Pour les adolescents, alors? Je pense que tous les adultes, on a été fort étonnés par la justesse finalement historique dans laquelle ils étaient, sans se poser la question. Alors c'est lié évidemment au fait qu'à 17 ans, on s'interroge moins de savoir si les bas qu'on porte auraient pu être portés en 43, en 44 ou en 45, parce que comme ils n'ont été amenés que par le bataillon anglais qui a libéré Middelkerk, les bas en état de 2 mois avant n'auraient pas pu arriver. Donc il n'y a pas ce poids de la reconstitution, et en même Quel temps scandale. c'est ça, exactement. Donc aucun ne va regarder l'autre en lui disant mais ta jupe est 2 cm trop courte sur le genou. En 44 on n'aurait pas porté ça. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est, et en même temps ils sont sans le dire, ils sont, je trouve, beaucoup plus facilement justes finalement, parce que peut-être parce qu'ils sont tous en train d'apprendre ça et que c'est naturel pour eux de se demander si en 44 un collaborateur flamand pourrait se permettre d'appeler un résistant un traître en salle de procès, et que très 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 naturellement ce sont des questions qui se posent, mais ça se passe de manière plus naturelle finalement, de manière plus légère. Et en tout cas sans le poids de la reconstitution, ça c'est sûr. Et puis dans un cadre pédagogique, se poser cette question-là, c'est déjà finalement exactement ce que vous cherchez à faire. Enfin, finalement, et quand il pose la question, c'est l'occasion pour nous d'y répondre et pour tout le monde d'apprendre. Et donc en fait, ça n'est jamais lié, ça n'est jamais lié à un jugement. Mais je suppose que là, vous coupez pas le jeu. Tout le monde s'arrête, on pose la question, on débat 10 minutes. Enfin, c'est pas ça le modèle pédagogique. Non, parce qu'on a des ateliers avant où en général cette fameuse journée qui permet à toutes ces questions-là de sortir, qui fait que finalement en jeu on n'a pas de soucis, Une fois qu'ils sont lancés dans le jeu, tout est posé et ça tourne. Et on a ce moment de 18h où on s'arrête, où on peut revenir sur la journée, où il peut arriver à Kevin de dire bah tiens voilà, moi au niveau historique j'ai un petit point à rappeler. Tu as fait un petit rappel à la question de la violence en 44, par exemple, mais qui arrive souvent chez les adultes aussi, et qui sur les versions scolaires a dû être rappelé. Mais qui fait plus naturel la manière dont tu l'as posé sur la version scolaire finalement, parce qu'elle n'a pas pesé sur la décision finale. Non, elle a pu être amenée dans la césure justement entre les 2 journées, et leur rappeler que le rapport à la violence est différent en 44 et maintenant, et ça leur permet à la fois de réfléchir sur leur personnage et de réfléchir à l'historicité et au contexte de l'époque, et du coup ils apprennent. Et ça c'est le plus intéressant, et ça permet aussi de réajuster 2-3 petites choses pour la suite, et donc pas peser sur le final du jeu. Donc on parlait du modèle pédagogique pendant le jeu, mais qu'en est-il aussi de la préparation en amont, puisqu'on parle d'un projet qui se prépare sur plusieurs années, donc qu'est-ce que vous abordez ensemble avec les élèves à l'avance? J'imagine qu'il y a une partie justement du contexte qui leur est déjà présenté, amené. Ils sont tous en cours avec toi déjà? Non. Ce qui est intéressant pour cette, je vais peut-être me concentrer sur le run qu'on a fait ce week-end, puisque le premier run pendant le confinement était un test tant pour les adultes que pour les jeunes. Ici, l'idée c'était que c'était les élèves qui organisaient aussi. On n'a peut-être pas encore dit de manière évidente, mais il y a 2 ans, j'accueille mes élèves en 5e, donc les élèves qui s'inscrivent en 5e à l'école sont partis pour 2 ans d'option, en disant durant les 2 prochaines années, on va faire un peu la cartographie des projets qu'on va mener ensemble. On a fait beaucoup avec ces élèves-là. On a construit une balade décoloniale dans le centre de Liège, des choses qui sont absolument rien à voir avec le Chagrin des Belges.
qu'on va présenter dans quelques semaines. Et parmi les projets que je présentais, il y avait cette idée-ci, qui était pour moi beaucoup plus facile à expliquer qu'on l'avait vécu une fois en scolaire. Il y a 2 ans, c'était des élèves qui arrivaient après quelques semaines, qui ont vu Kevin arriver en classe avec son idée, qui ont dit c'est génial, voilà, complètement, un peu comme moi, qui n'ait jamais fait le run adulte du Chagrin des Belges, par exemple, hein. Donc qui est vraiment, en tant que prof, organisé un run étudiant avec Kevin sans savoir où on allait. Ici, on est arrivé avec, voilà, il y a 2 ans, vos copains ont fait ça. On fait un procès d'assises, on peut le faire en résidentiel, est-ce que ça vous, voilà le contexte, est-ce que ça vous intéresse? Et j'ai 5-6 élèves qui ont dit moi je veux bien être orga. Okay. Donc il y a 2 ans, ces élèves-là cherchent le lieu, réservent le lieu, font le casting aussi. Alors là on bénéficie évidemment de tout ce qui a été fait avant. On connaît les rôles, on connaît aussi les manières de jouer les rôles, puisqu'on les a vus au moins 4 fois en adulte, une fois en scolaire au moment où on organise. On sait les rôles plus compliqués, on sait les rôles qui vont demander plus de finesse de jeu, celles qui demandent plus de prendre la parole, ce qui est important, hein. Pour moi, que tous mes élèves s'y retrouvent, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important. Il y a des gamins qui vont adorer parler, il y a des gamins aussi qu'on ne va pas entendre, mais qui vont pourtant tirer énormément de l'expérience. Et donc cette espèce de cartographie des rôles, il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'il y avait une 40aine de rôles en adulte, Kevin. Jusqu'à 40. Jusqu'à 40 rôles. Ici, on est parti sur 60 rôles en scolaire, parce qu'on a rajouté des rôles, on a amendé des choses, on a beaucoup fait évoluer le jeu entre la première et la deuxième version scolaire, et ça permettait avoir... je suis dans une école publique, c'est un peu mon kink, mais c'est hyper important pour moi que tout le monde puisse participer au projet, et que on parlait tout à l'heure de la question de l'argent, que ce soit un projet qui soit accessible financièrement et aussi au niveau du jeu. Donc j'ai des élèves qui font du théâtre depuis toujours, j'ai des élèves pour qui c'était la première sortie pratiquement en dehors de Liège, hein. Ça a été porté par une petite équipe d'orgas qui ont fait le casting il y a très longtemps par rapport à mon avis à un jeu adulte. Il y a un timing qui est très différent. Ils ont reçu leur rôle au mois d'octobre. D'accord. Ouais. Pour un jeu qui s'est fait en février ici. Donc ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup de temps de préparation, qu'ils ont eu beaucoup de temps pour poser leurs questions en classe aussi. Et donc une fois que les rôles ont été attribués par l'équipe d'orga, qu'on avait le site, qu'on avait les dates, la préparation en classe, elle s'est passée de manière en finale très naturelle, puisque en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, il y avait des élèves qui jouaient des résistants, il a fallu faire un cours sur la résistance. Donc ce sont les élèves ici qui jouent des rôles de résistants. On va faire un petit dossier de préparation à ce que c'est la résistance. Ça vous embête de remplacer vos dossiers en histoire, hein, on est en cours d'histoire, ça s'y prête, et que votre travail, vous le présentiez à l'ensemble de ceux qui jouent au Chagrin des Belges, et vous allez faire un focus sur la résistance, et puis j'ai des élèves qui jouent des collaborateurs flamands, c'est passionnant, la finesse du contexte historique fait que naturellement en classe on se retrouve avec des choses très précises, des demandes très précises, qui à chaque fois permettent aux élèves de faire un travail, une présentation orale, un syllabus. Et ça donne du sens à leur travail. Ça donne du sens, et ça permet d'aller très très loin dans la matière aussi. Et ça motive, parce que le travail qu'ils font ne sert pas que à réussir leur fin d'année, leur examen avec leurs profs, mais permet à tout le monde de préparer mieux le chagrin, permet d'échanger, d'avoir toutes les questions historiques qui sont arrivées avant. J'espère que du coup, arrivé au chagrin, les questions étaient plus des questions de GN, qui sont moi, des choses que je ne prépare pas en classe, et qui font qu'il y a eu moins de questions peut-être historiques aux ateliers. Il y a eu clairement beaucoup moins de questions que sur les runs adultes. On sentait le niveau de préparation derrière, à part quelques points de détail sur lesquels ils avaient éventuellement pas abordé entre eux. Il y avait une connaissance générale qui était assez élevée sur le sujet. Par contre, ils arrivent sans savoir ce que c'est un GN. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir les avantages et les inconvénients. C'est un peu un renversement. Ouais, complètement. Et c'est très riche comme renversement, parce qu'au final, il est plutôt il est pas à l'encontre du jeu au final. Il va pas du tout à l'encontre du jeu. Tout ce qu'on a vu en tout cas, ouais. Okay. Et ils arrivent à garder leur motivation. Je parle de ces 5 qui se lancent comme orga, qui se disent ok, nous on veut le faire. Justement, eux ils découvrent aussi le GN comme les autres, et c'est pas trop difficile pour eux de mener un tel projet sans finalement savoir où on va, c'est quoi l'objectif et tout ça, parce que voilà, nous en tant qu'organisateurs on en a déjà fait, on sait ce que ça va donner à la fin, on a une idée, on a déjà fait du GN pour des jeunes qui débarquent et
Et comment ils le vivent, ça? C'est vrai que la question se pose. Moi, ce que j'ai trouvé très riche, c'est que les orgas ont réussi à avoir une deuxième team d'orgas autour d'eux, qu'ils appelaient l'équipe d'intendance, qui sont des élèves que je n'ai pas en cours, mais qui viennent parce qu'ils entendent parler d'un projet incroyable qui se fait à l'école. Et on a autour de cette première équipe une deuxième équipe qui est venue en disant, moi je vais faire la cuisine. Je vais cuisiner pour 65 personnes pendant 4 jours. Et je vais faire les courses, et je vais tenir la caisse. Et puis, ah ouais, mais le soir, ça pourrait être sympa qu'on puisse aussi avoir un verre de soft, une bière à partir de 18h. Du coup, on va faire les courses en fonction, on va faire une petite liste de tarifs, et on va faire un bar. Ouais, c'est franchement touchant à voir, c'est que cette équipe d'orgas n'est pas restée seule du tout très longtemps. Elle a très vite été rejointe par ces élèves-là qui viennent faire de l'intendance, et en même temps qui ont été moitié du temps dans la salle pour voir ce qui passait pendant le jeu, qui sont arrivés en costume, qui ont pris des tabliers, qui ont servi le café en salle pendant le procès, les Et la avocats, chicorée. et qui ont servi la soupe à midi, ouais, la soupe d'oignon. Ils ont fait de la soupe d'oignon le deuxième jour en se disant, tant qu'à faire, dans nos courses, on va faire des recettes de l'époque. Après que cette année, on a eu de la soupe d'oignon. On a eu vraiment de la soupe d'oignon cette fois-ci. Et je dois ajouter que cette équipe d'intendance, enfin là c'est plutôt d'expérience génistique que je parle, a été aussi pro et efficace que nombre d'équipes d'intendance de GN adultes, voire même plus parfois que certaines équipes. Enfin, ils ont vraiment assuré pendant les 4 jours de présence sur place. Il y a eu des repas à toutes les heures, des bons repas. Toutes les boissons étaient là et ils ont géré. Des pauses café à chaque interruption. Juste pour être absolument sûr que j'ai compris, donc un GN pour 60 personnes en résidentiel de 3 à 4 jours a été organisé par un groupe d'élèves de 16-17 ans. Qui n'avaient jamais fait de GN. Ils n'avaient jamais fait. Tout à fait. Okay. Aucun je voulais juste être sûr que donc, ils ont mené le projet du début. Aucun n'avait fait de GN en plus, c'est vrai. Et l'intendance et l'orga, et puis après, ben oui, donc à partir du moment où ils ont attribué les rôles, il y a eu cette espèce d'énergie aussi qui est née, et là on revient au timing qui est pas celui d'un adulte, c'est vrai qu'il a fallu 2 ans. Donc la première année, on présente le projet, on a cette équipe, ce noyau finalement qui se présente, et cette année-ci, à partir de septembre-octobre, on a un peu accès avec les rétos. On n'est pas si loin du timing d'organisation d'un GN. Alors évidemment, il y a la partie rédaction en plus que non pas, mais sinon c'est pas un délai dingue pour organiser un GN. Et tu parlais d'accessibilité, qu'en est-il justement par rapport au casting? Est-ce que vous avez dû refuser du monde? Est-ce que vous avez eu du mal à recruter autant de gens? Est-ce que vous disiez que vous avez rajouté des rôles par rapport à la version adulte? Est-ce que c'est parce que justement il y avait beaucoup de monde et il fallait créer des rôles en plus pour que tout le monde ait accès au jeu? C'était quoi la dynamique autour des inscriptions? 2 salles, 2 ambiances, je dirais. La première fois qu'on a fait le GN en scolaire, on découvrait nous-mêmes. Donc là, on est resté adossé à ce qui s'était fait au niveau adulte. Donc il y avait une 40aine de places, on a eu une 40aine d'élèves, et la question s'est pas posée. Là, la question s'est posée sur le deuxième run, parce qu'ils se parlent. Et donc en 2 ans, la génération qui a vécu le chagrin il y a 2 ans a partagé son expérience, et fait qu'on se retrouve avec 70-80 candidats pour 40 rôles. Alors, il y avait pas mal de choses qu'on avait en tête, notamment, je laisse peut-être après Kevin revenir dessus, mais dans le GN scolaire ici, on a plus de place donnée par exemple à la presse dans la cour d'assises, qui sont des rôles un peu publics. Ce sont des gens qui viennent assister, qui viennent couvrir finalement un procès d'assises, et qui, par le biais des publications de leurs journaux, en fait, on se rend compte qu'ils peuvent influer très fort sur le déroulement du procès, voire même sur le verdict. Donc c'est des choses avec lesquelles on discute avec Kevin, qui dit bah oui, on va doubler le nombre de journalistes par rapport à la version initialement prévue. Donc ça permet d'emmagasiner un peu plus de gens et d'ouvrir. Mais malheureusement, on a dû refuser du monde cette année. C'est la première fois que la question se pose. Après, là, je vais vraiment renvoyer la patate chaude à celui qui l'a écrit. C'est combien on peut aller. Et là, on est passé de 40 à 65 personnes en salle. On a senti une grosse différence au niveau du poids du public sur le procès. Le rythme, les interruptions de séance. En fait, il y a eu beaucoup plus de jeux en salle cette année qu'il y a 2 ans. Où on a vraiment fait un procès de A à Z. On a tenu, là, il y a 2 ans, l'idée de faire un très bon procès d'assises. Ici, il y avait un procès avec autour une série de personnes.
Ouais, je serais curieux de voir jusqu'où ce jeu peut évoluer. Mais Si on a une école avec beaucoup plus de gens, qu'est-ce qu'on fait? du coup, enfin, je veux dire, ça rejoint un gène classique, hein, parce que c'est un lieu commun de dire qu'il y a trop d'inscrits pour qu'il faut sélectionner son public. Trop de candidats, ouais. Mais ici sur le projet, effectivement, il y a des capacités d'agrandissement qui peuvent permettre d'enrichir le jeu. C'est vrai que sur la première version adulte, on avait 2 journalistes, 2 vrais journalistes qui étaient incarnés. Ici, on avait 3 équipes de 2 journalistes, donc on était passé à 6. Mais du coup, ça a donné un poids à la presse qui a pu même faire des interruptions de séance pour faire des points presse. Il y avait un canevas de journal qui avait été préparé sur le côté. Ils préparaient leurs articles pendant. On avait, nous, dans notre équipe adulte, une graphiste qui pouvait mettre directement leur texte en forme, les imprimer en plusieurs exemplaires et faire circuler les journaux parmi les participants, ce qui donnait vraiment un impact à la presse sur le jeu. Pareil pour le public, rajouter des éléments dans le public qui permettent de rajouter des groupes de pression et qui donc permettent d'orienter le jeu, de rajouter de l'ambiance dans la salle, ou alors de supporter le jeu de certains groupes. Alors là, ça donne de l'intérêt au jeu, mais oui, je sais qu'il va y avoir une limite à partir de laquelle ajouter des rôles ne fera que pénaliser plutôt la dynamique. Et ça reste un procès, donc on n'a pas non plus c'est pas un monde ouvert, on ne sait pas rajouter tous les rôles qu'on veut. Mais à 60, ça fonctionne pour l'instant. Pour le moment, à 60, ça fonctionne. Il y a peut-être un petit peu de... Alors, parce que ici, il y a une partie des rôles, justement, qui ont été réécrits par les adolescents qui ont organisé. Donc, ils les ont rajoutés entièrement eux-mêmes avec, parfois, Nathanaël me transmettait 2-3 questions pour savoir ce qui pourrait coller, pour éviter de déséquilibrer le jeu dans un sens ou l'autre. Alors moi je sais qu'évidemment je vais reprendre une partie de ces idées pour éventuellement développer des personnages possibles pour des versions adultes. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au-delà de ces 60 sans vraiment créer une bascule dans la dynamique qui mettrait en danger le déroulement du procès. Ce qui est déjà, moi j'ai l'impression, 60, c'est quand même déjà une sorte de seuil en GN. Enfin, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mon expérience, écrire un GN à 40, c'est maîtrisable, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on est sur un nombre d'arcs qu'on arrive à appréhender. 60, ça devient déjà la barre haute. Ouais, on commence à se poser des questions de coordination qui deviennent compliquées à gérer. Donc finalement, ça rejoint des questions qu'on se pose de manière plus générale. Effectivement, 60, ça a l'air d'être une bonne limite. Après, voir ce qu'on pourra faire avec ça, si éventuellement l'offre scolaire, on va dire, se développe, s'il y a plus de monde qui est intéressé. Est-ce qu'il faudra pas passer à la maîtrise de 2 projets en parallèle et 2 procès en parallèle pour être sûr d'avoir tout le monde? Je ne sais pas. Et donc c'est une volonté de votre part à vous entendre, on entend clairement que vous ambitionnez éventuellement de refaire des runs adultes et ou scolaires. Mais donc ce serait une volonté éventuellement de le développer outre le lycée WAA, peut-être dans d'autres écoles, d'exporter ça comme modèle. Alors il faut voir pour le côté pratique évidemment, puisque c'est vrai qu'ici avec WA on a une chance extraordinaire d'avoir une école qui fonctionne en pédagogie freinée et qui donc fonctionne par projet et peut réellement prendre les choses en main de A à Z, alors que dans d'autres écoles il faudrait revenir à une organisation peut-être beaucoup plus traditionnelle où le projet est porté de l'extérieur et quasiment amené clé sur porte à des groupes d'élèves qui pourraient participer, du coup avec une immersion, un engagement peut-être moins fort et donc une portée moins forte pour le projet. Maintenant, évidemment, de mon côté, oui, c'est une ambition que ça puisse servir de manière plus large, mais il faut voir s'il y a de la demande et s'il y a de l'intérêt dans d'autres cercles pédagogiques pour éventuellement collaborer à cette extension ou à d'autres versions du projet. À bon entendeur, cher public. Oui, puis alors là, on touche du doigt une thématique qui est d'une tristesse infinie en GN, qui est quand même celle de la transmission. Parce que je connais pas beaucoup d'auteurs qui écrivent leur jeu en imaginant que quelqu'un d'autre pourrait le prendre en main et l'organiser sans contact aucun à 500 km. Donc voilà, je vous pose la question, vous allez l'éditer, le publier, le rendre disponible pour les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que vous n'avez pas du tout envie de le faire? Alors jusqu'ici, j'essaie d'ajouter en tout cas dans mon dossier de jeu des éléments qui plus explicatifs qui pourraient permettre à quelqu'un d'autre ou à une autre équipe éventuellement de le reprendre dans son intégralité. C'est pas encore complet pour le moment, mais je pense qu'à terme, il est tout à fait possible qu'il y ait un vrai dossier complet et que le Chagrin des Belges puisse être repris en main simplement par des gens qui trouvent le projet intéressant, sous réserve d'avoir quand même éventuellement certaines, on va dire, petites notions historiques pour éviter de démarrer à zéro sur un sujet aussi sensible.
Mais je propose qu'on réserve la date pour le prochain podcast sur la transmission en GN et que tu nous relates un peu ces difficultés-là, parce que c'est à mon sens passionnant. Nous, on l'a vécu avec une autre équipe qui a pris un de nos jeux. Alors heureusement, il y a quelqu'un qui était au regard dans un des premiers runs qui l'organise ailleurs. Mais c'est des défis parce qu'on n'écrit pas comme ça. On n'écrit pas en pensant à ça en général. Et donc, il y a énormément de non-dits dans la manière dont un GN est rédigé. Et d'où l'importance de l'auteur. Et je crois que tu en as témoigné plusieurs fois, Nathanaël, sur en finalement donnant la parole à Kevin, parce que c'est des questions auxquelles tu sais pas forcément facilement répondre. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu comme ça au départ. Oui, je pense qu'on ne pourrait pas rendre scolaire un travail qui soit fait par quelqu'un qui ne veut pas y toucher, qui n'est pas dans un processus de transmission. Ici, ce qui est intéressant aussi, on en a très peu parlé, mais c'est qu'on est avant tout dans un travail de mémoire. Et la mémoire, c'est la transmission. Donc, à partir du moment où Kevin l'a écrit ce projet, avant tout, pour que ce soit un travail de mémoire, avant d'être l'occasion pour des génistes de se mettre en scène ou quoi que ce soit, fait que naturellement le matériau se prête à la transmission, doit être transmis. En fait. Totalement diégétique. Mais c'est vrai, et il l'est. Je pense que c'est aussi une question de personnalité, c'est qu'il souhaite que ce travail-là soit... Enfin, il l'a écrit en disant que ça devait le dépasser. Et c'est super important parce que c'est vrai que quand on l'a repris, je peux peut-être prendre un ou deux détails dont on a parlé dès le début, mais qui sont connus, j'imagine, des gens autour de la salle. Mais par exemple, dans le GN tel que l'avait écrit Kevin en version 1.0, il y avait des affaires de violence sexuelle qui pour moi sont noées dans un run scolaire. Des gamins de 17 ans, surtout avec la génération qu'on a, elle dirait non, de toute façon. Mais qui en plus avait posé problème au niveau du run adulte. Donc c'était intéressant de se dire que pour une adaptation, il fallait nécessairement reprendre le matériau, se remettre à l'établi et réécrire toute une partie des arcs de personnages. Et puis oui, et cette histoire de un GN, il y a nécessairement trop de candidats pour le nombre de places, pas en scolaire. Ou alors on ne le fait pas en tant que prof, si c'est pour dire non à des gens. Ou alors on travaille dans une école privée. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il y a 10 personnes de plus, on va remettre des gens dans le public, hein, et ils peuvent écrire. Il y a une flexibilité de la part aussi de Kevin et de l'équipe, parce qu'il y a quand même aussi autour de lui une équipe qui l'a porté, vous faites partie, il y en a qui ne sont pas là aussi ici, mais qui ont tout de suite dit, on va rendre cette histoire qui de base est superbe, un truc qui puisse être adapté à un public très différent. Et donc, il y a une plasticité dans le projet. Voilà. Quand même, hein. Et on n'aurait probablement pas pu adapter en scolaire tous les GN. Non pas qu'ils n'ont pas la même le même potentiel pour faire du scolaire, mais qu'ils n'ont pas la même plasticité, ou en tout cas la même équipe autour qui est capable de s'adapter, de prendre un vocabulaire différent, d'avoir la patience aussi de travailler avec du scolaire. Il faut de la patience pour travailler avec des adultes. Il faut un autre type de patience pour travailler avec du scolaire aussi. Et il faut la trouver, cette patience-là, quoi. Après, est-ce qu'il n'y a pas une limite qui est intrinsèque au sujet, sur le fait que est-ce qu'il pourrait être joué en France, par exemple? J'ai pas l'impression que ce serait facile d'accès pour des gens qui ne sont pas touchés par les problématiques linguistiques qu'on a en Belgique, qui sont très portées dans le projet ici. Et est-ce qu'il pourrait même être joué en Flandre, puisque voilà, lui, il est écrit en français, le jeu, il n'existe pas en néerlandais. Est-ce qu'il se jouerait même de la même façon à Bruxelles et en Wallonie? Probablement que oui, mais quel est votre avis là-dessus? Alors pour ce qui est du fait que ce soit joué par exemple en France, à chaque run adulte, j'avais des joueurs françaises, et ça n'a pas posé de problème à partir du moment où le contexte est posé. Je crois que réussir à se mettre dans un cadre communautaire avec des problèmes linguistiques, a priori n'importe quel adulte est capable de se plonger dans ce type de problématiques, mais sans doute pas avec la même passion que quelqu'un qui a grandi dedans. J'ai envie de dire que c'est le propre du GN, de toute façon on est en 1944. Donc voilà, ça reste le propre du GN. Pour ce qui est de le faire jouer en Flandre, eh bien pour le coup je suis en contact avec des génistes flamands et flamandes qui sont très intéressés par l'idée d'essayer d'organiser éventuellement un véritable run bilingue. Avec alors ça, au début l'idée était de réellement faire jouer les personnages flamands par des génistes flamands et inversement, mais
ce sera un peu recréer le côté oppressif. Et après en avoir discuté avec des génistes au niveau international et notamment en Scandinavie où ils ont beaucoup plus d'expérience sur le sujet, sur des gènes avec l'utilisation de plusieurs langues, l'idée était justement de le faire en langue inversée, c'est-à-dire à savoir que justement les rôles flamands seraient interprétés par des locuteurs du français, alors que le rôle de la langue en gros qui opprime serait interprété en flamand pour en gros inverser les rôles. Et comme me le disait une géniste internationale, faire jouer les oppresseurs par les petits-enfants des opprimés et les opprimés par les petits-enfants des oppresseurs. Donc le projet est en réflexion, cours de traduction, mais pas encore lancé. Impressionnant. Et justement, parce qu'on est lancé sur la question de la mémoire là, j'imagine que tout doucement, parce que nous on a encore vécu, on est d'une génération qui avait encore des grands-parents qui ont vécu la période, c'est pas forcément le cas des jeunes que vous avez eus, enfin, le témoignage devient plus distant, ça rend le projet à mon sens encore plus important. C'est quelque chose dont vous pouvez dire deux mots, enfin, comment c'est perçu, qu'est-ce que ça change? Je trouve qu'ici le GN se positionne au bon moment, aussi au niveau historique. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas eu besoin de travail de mémoire. Moi, j'étais encore dans une génération où on pouvait parler de devoir de mémoire. Mon grand-père a résisté. Ce sont des informations que j'ai eues de première main. On m'a raconté des histoires. Comment ils ont été torturés par les occupants nazis. La génération qu'on a maintenant, qui a 17 ans, n'a plus ces histoires de première main. Donc là, on rentre dans on s'en rend compte avec les chiffres de l'extrême droite partout autour de nous en Europe. On rentre dans une génération qui va avoir besoin d'autre chose pour faire son travail de mémoire que de simplement lui dire c'est important ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est important, mais là c'est loin. Et je trouve que le GN ici peut servir de manière éloquente de cette notion de devoir de mémoire 2.0 où maintenant on va mettre les gens en travail, en projet autour de ce qui s'est passé pendant la guerre. Ce qui est intéressant à double titre ici, c'est qu'on est pendant l'occupation, mais qu'aucun des rôles qu'ils endossent n'est blanc ou n'est noir. Et là, on est vraiment dans la vraie dimension mémorielle de rappeler que il n'y a pas que des résistants, il n'y a pas que des collabos. Il y a une société qui a fait ce qu'elle a pu pendant 2 ans. Où certains ont été plus résistants, certains ont été plus collabos aussi, on ne nie pas ça, mais que l'immense majorité de la population fait, et ce jeu permet à ces gens qui n'ont plus de contact direct avec la guerre de se frotter à cette société tellement particulière qu'est une société d'occupation en période de guerre. Justement, on parle des nuances. Moi, je me souviens, c'était le run adulte. Là, le premier run adulte a été relativement mal accueilli. Il y a eu des accusations de relativisme, de jouer avec des choses avec lesquelles on ne devrait pas jouer. Comment est-ce que ça a évolué avec le fait de proposer ce gène à un public scolaire? Est-ce que les accusations ont été reçues également, ou bien? Depuis la première run adulte, on n'a pas reçu d'accusations de ce type-là. Effectivement, la première présentation du projet a amené des critiques sur le fait qu'on présentait une histoire réaliste et nuancée plutôt qu'une histoire manichéenne avec juste des bons d'un côté, des méchants de l'autre et une vision simpliste. Mais ça n'est plus arrivé depuis. Donc je crois que dans la plupart des milieux qui ont reçu les annonces du jeu ou les explications sur le jeu, il y a une assez grande compréhension et une assez grande ouverture par rapport aux thématiques qui sont présentées dans le jeu et à notre vision. Et donc c'est même en scolaire, je crois que à moins qu'il y en ait eu qui ait été reçu du côté de Nathanaël. En tout cas, moi je n'ai rien reçu à ce niveau-là. Pas de shitstorm en scolaire. Pas de shitstorm en scolaire. Je vois pas pourquoi on devrait avoir une shitstorm en scolaire non plus, on juge une collabo. Alors peut-être que si on faisait le procès d'un résistant sous Vichy, on parlait tout à l'heure de la France, oui on le pourrait, mais je ne le ferai pas. Personne ne se lancerait là-dedans, même si au niveau génistique ce serait peut-être fabuleux. Ici on est quand même bien en train de juger une collaboratrice par un tribunal à l'époque de la Libération. Il n'y a pas de raison, et anecdote amusante aussi, si on avait voulu faire une shitstorm sur le scolaire, c'est quand même le scolaire qui est le public le plus violent, le plus historique avec elle, puisqu'ils l'ont condamné à mort dès le premier run.
Et ici, on était parti vers une condamnation à la prison. Donc on n'a pas eu les mêmes problèmes de relativisme historique qui en fait n'ont pas provoqué de shitstorm, mais même moi m'ont gêné personnellement. Sachant ce qui s'était passé au premier run adulte, comme fin, je me suis vraiment interrogé sur si j'avais envie de le faire en scolaire. Je ne sais pas si ça doit être au montage. Avant, hein. La shitstorm était avant le oui, premier c'est run ça. adulte. Donc elle était liée sur rien. C'était vraiment un procès Dans d'intention. le vide. Elle était dans le vide. Mais oui, c'est intéressant de se dire que moi, ce qui m'a donné envie de le faire et de le refaire, et probablement d'avoir envie de le refaire régulièrement, c'est de voir que le scolaire était absolument pas relativiste sur les faits, et que dès la première version, c'est probablement encore aujourd'hui la seule version qu'il a condamnée à mort. C'est la première version scolaire, c'est la seule qui a été jusqu'à la condamnation à mort sans hésitation. Mais oui. Ça m'amène, j'avais une autre question là-dessus, effectivement, moi j'ai participé à ce premier run et j'ai été fort marqué par cette délibération du juré. Est-ce que les adolescents jouent différemment que les adultes dans ce genre de contexte historique? J'ai l'impression que la réponse va être oui, mais je vous laisse quand même élaborer. Peut-être juste préciser pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui n'ont pas assisté à ce premier run, c'est que donc lors du premier run, l'accusé avait été finalement acquitté, notamment parce que ce qu'on a évoqué tout à l'heure des questions sur les violences sexuelles étaient rentrées en jeu, c'est qui, selon beaucoup de présents, était une relecture historique avec... Voilà, on était post-MeToo, c'est des choses dont on ne nie pas l'importance du tout, mais qui nous semblaient anachroniques par rapport au jeu. Et donc voilà, c'est une petite précision par rapport à ce qui s'était passé pour recéder la parole pour répondre à la question. Tout en sachant qu'on ne fait pas un plaidoyer pour la peine de mort ici. Évidemment, évidemment. Oui, et effectivement, il y a une manière qui est totalement différente de la part des adolescents. Il y a pas tout le poids des années d'expérience post-adolescence derrière. Il y a alors, je ne dis pas par là qu'ils sont pas politisés, qu'ils n'ont pas des valeurs, qu'ils ne sont pas attachés à certains concepts, mais ils sont beaucoup plus aptes à s'en dégager et à se remettre dans un contexte d'époque sans le relativisme 2022-2024. Donc les adolescents de 16 ans non génistes jouent mieux que les génistes adultes. Alors je ne parlerai pas de mieux jouer parce qu'on peut difficilement juger la manière de jouer dans un gène de quelqu'un. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte que le simple relativisme historique. Mais en tout cas sur ce facteur-là, je ne sais pas s'ils sont meilleurs, mais c'est plus facile pour eux. Je pense que c'est clairement plus facile que de se retrouver avec quelqu'un qui a une trentaine d'années et qui a peut-être des expériences personnelles parce qu'il ou elle a eu le temps de les vivre, qui font que son rapport à certains sujets va être totalement biaisé par rapport à un adolescent qui n'a pas vécu ces sujets ou qui n'y a pas forcément été confronté. Mais c'est quand même interpellant de se dire qu'effectivement des gens qui sont rompus à endosser un rôle rencontrent peut-être plus de difficultés sur ces questions morales qui sont très engageantes en fait. Et alors sur cet aspect justement plus didactique peut-être, qu'est-ce que ça amène d'endosser un rôle, d'incarner quelque chose dans l'approche de l'histoire en tant que discipline scolaire? Je vais peut-être revenir au point de vue vraiment de prof au niveau qu'est-ce que ça amène dans sa classe. On a souvent du mal à expliquer ce qu'est la pédagogie freinée ou la pédagogie du projet à l'extérieur. Et je me dis qu'ici, en fait, en faisant du GN, avec un milieu de géniste, on a une clé. Un géniste, il prépare son jeu. Un élève qui fait un travail pour un projet doit préparer son jeu. S'il ne le fait pas, il en endosse toutes les responsabilités en fait. Il est mal préparé, il ne peut en vouloir qu'à lui-même. Ici, ils reçoivent leur rôle à l'avance. Le rôle qu'ils reçoivent permet de faire le fil rouge d'un cours sur la Seconde Guerre mondiale ici en l'occurrence. Ils le vivent, ils le réalisent. Les 3 jours sont dans ceux qu'on voit. Est-ce que c'est les plus importants? En tout cas, il le fait et après il l'exploite dans un deuxième temps pour le communiquer au public. Dans l'école, on a des élèves qui font un atelier qui s'appelle l'atelier patrimoine. Ils préparent des visites guidées. Le jour des portes ouvertes, on a 2000 personnes qui viennent visiter l'école, qui est un bâtiment classé. Ils font les visites guidées. Et après, ils font un retour vers l'Institut patrimoine en disant voilà l'état des œuvres d'art, voilà ce que nous on aimerait voir comme installation future d'œuvres d'art, ou au contraire comme rénovation.
Et ici, je trouve que le GN est un modèle de pédagogie du projet, au final, parce que cet aspect de préparation, cet aspect de le vivre et de l'exploiter après. Vous parlez vous mettez en place des ateliers de rôle, parlez de bleed. Je trouve que pour un projet d'élève, on ne le voit pas souvent, mais ici, on met des mots, on met des concepts sur un travail qui est vraiment en 3 temps, et aucun de ces 3 temps n'a plus d'importance. Oui, peut-être que le jeu est important. Mais en fait, est-ce que c'est pas l'expérience qu'on en retire après, la manière dont on en parle à ses proches, dont on va transmettre ce qu'on a fait dans le procès, ou est-ce que c'est la période de préparation? Et donc, je trouve qu'au niveau didactique, il y a vraiment une correspondance qui est assez, pour moi, qui tombe un peu du ciel, entre le jeu de rôle et ce qu'est une pédagogie du projet dans une école Freinet. Et quelle est la réception d'ailleurs au sein de l'équipe éducative quand tu as commencé à parler de GN et de éventuellement proposer ce projet? Est-ce que déjà tu as dû soumettre le sujet à l'approbation de l'équipe, ou est-ce que toi tu pouvais décider tout seul? Et puis ensuite, est-ce que ça a été bien reçu, ou est-ce qu'il y a eu des éventuellement levées de boucliers? Je pense notamment à l'imaginaire qui parfois perdure chez les plus anciens du jeu de rôle et du GN, hérité de Mireille Dumas et de toutes ces idioties entre guillemets. Est-ce que ça existait encore, ou est-ce que les gens avaient un regard neutre, ou quelle était la réception? Après, ici, on parle quand même de faire un procès d'assises sur 3 jours. On n'est pas déguisé en chevalier. Non, mais je sais que c'est on n'est pas des vampires dans un cimetière. Voilà, c'est ça, ou des vampires. C'est une blague qu'on entend beaucoup chez les génistes de votre génération, mais qui en fait ici ne s'est pas posée, puisque dès le départ, on est presque dans un truc très sérieux, quoi. Dès le départ. Donc non, au niveau de l'école, je suis à nouveau plutôt dans le bon milieu pour l'avoir proposé. Moi j'ai trouvé très chouette que sur le run 2 ici qu'on vient de vivre, l'éducatrice des élèves qui les a tous en classe soit venue passer une journée. Elle avait pris un déguisement. Elle est venue passer une journée à voir ses élèves elle ne sait pas ce que c'est le GN. Elle avait compris qu'il y avait un procès, que c'était la collaboration. Mais elle avait envie de voir ses élèves se démener comme des dingues. La prof de maths est passée. Pareil, elle avait pris la peine d'essayer de s'habiller en 44, et elle est venue voir ce que c'était. Et ils repartent en félicitant les gamins qui sont en train de se démener pour faire en sorte qu'un procès d'assises de 44 ait lieu, avec tous les codes possibles liés. Donc pas de réticence. Oui, et là je prendrais moi gamin, par contre, en secondaire, j'aurais jamais, dans l'école dans laquelle j'étais, je n'aurais jamais pu faire ça. Et donc c'est là aussi un peu où se situe le bémol que je mettrais à comment arriver à mettre ce GN sur la place publique pour que d'autres écoles s'en saisissent. Ce serait évidemment le rêve. Mais vu l'enseignement, comment il est pensé en Belgique, je vous invite à vous demander, vous en 5e secondaire, comment est-ce que vous auriez été reçu si vous alliez chercher votre déguisement avec les copains au théâtre de Liège, si vous alliez préparer pendant 3 mois un rôle de collabo, voilà, pour prendre un truc un peu extrême, et que vous vous retrouviez filmé et que ce soit montré à tous les autres. C'est quelque chose que moi j'aurais pas fait, parce que j'aurais été certain qu'on se moque de moi, que certains utilisent ça pour. Donc ici à nouveau je mets un bémol qui est un peu bizarre, parce que on est hyper enthousiaste sur ce qui se passe, mais je ne suis pas certain que ça corresponde à l'état d'esprit de l'enseignement traditionnel en Belgique aujourd'hui. Et donc il va falloir à un moment, si on veut faire du GN, de l'EduLARP, qu'on forme les équipes aussi. Et ça, c'est probablement pas nous qui allons pouvoir le faire. Les équipes d'enseignants, et de manière générale, les équipes ou même au niveau des PO, donc des pouvoirs organisateurs en Belgique, parce que c'est ce serait courir aussi ça pourrait mettre des gens en danger de le faire sans préparation, pour le dire très platement. On souhaite que cette expérience puisse se faire dans les meilleures conditions pour tout le monde. Et en même temps, on se rend bien compte aussi des limites de la... Enfin, je vais peut-être te laisser t'exprimer sur qu'est-ce qui fait que ça marche.
chez les Scandinaves. Ça n'existe pas chez nous. J'allais justement utiliser cet exemple-là qui montre aussi malgré tout que malgré toute la bonne volonté, il peut y avoir des limites. On cite souvent cette école, alors je n'essaierai pas de prononcer son nom, mon danois est lamentable, au Danemark, qui a été approuvé par le gouvernement danois, en tout cas par l'enseignement au Danemark. Un peu sur un pari. Le ministre de l'enseignement de l'époque au Danemark a fait, ça a l'air de fonctionner, bien sûr, vous avez les fonds, vous pouvez vous installer, qui ne fonctionne que donc par projet de GN pour quasiment toutes les matières. Donc avec des tas de GN très très différents, de durées très différentes, uniquement par ce type de projet. En maths, je suis curieuse. Alors je n'ai pas d'exemple de GN pour les cours de maths, malheureusement, pas sous la main, je peux leur demander pour avoir des exemples. Qui est entièrement fonctionnel, qui a mené des études sur la qualité de cet enseignement-là. Ils ont notamment mené des études croisées, je crois que c'est le RPG Research Center aux États-Unis qui a mené des études sur des publics adolescents dits typiques et d'autres dits neuroatypiques pour voir justement les différences d'enseignement et par le gène, enfin plein d'études, et qui a montré que ça fonctionnait. Mais même là-bas, malgré toutes les études positives, c'est une seule école qui essaime parfois des projets dans d'autres écoles. La structure de l'enseignement danois n'a pas changé pour autant, et il y a des tas d'écoles où bien sûr ils ont des projets par gène qui adviennent de temps en temps, mais pas plus. Ça n'a pas été exporté à un niveau plus global. Ils gardent une structure d'enseignement assez classique qui ressemble à celle qu'on connaît ici. Après, il y a un personnel qui est pas disponible. Pardon, très clairement, je pense que si on prend tous les organisateurs de GN en Belgique, on regarde ceux qui ont une appétence pour l'enseignement de manière ici pas du tout transmissive, qui est une méthode active, mais néanmoins ça reste un cadre éducatif. Je suis pas sûr qu'on ait de quoi fonder une école, donc c'est un vrai, c'est un enjeu quasi logistique, quoi. Et ça est un enjeu sur le long terme, parce qu'on parlait effectivement de former les équipes, et on peut pas former des gens de manière, en un an avoir des équipes fonctionnelles partout. Et tant qu'on est dans les sujets qui fâchent, ça coûte combien ? Ça a été, alors je veux pas des chiffres, hein, mais non, mais je peux les donner, au niveau, mais au niveau niveau argent, qu'est-ce que ça implique pour les élèves ? Est-ce que vous avez reçu des fonds ? Oui, non, je suis vraiment, je trouve que c'est une bonne question. On en parlait tout à l'heure sur l'histoire de louer un château pendant 4 jours, 3 nuits. Combien est-ce que ça peut coûter ? Ce qui coûte plus cher, c'est le bain bulle. Voilà, c'est les jacuzzis, parce que le champagne. Les élèves de 16 ans ne veulent plus faire de GN sans jacuzzi. Vous couperez ça au montage. Donc ici concrètement, école publique. Donc moi je souhaite que les élèves dorment sur place pendant 3 jours, que les ateliers et le jeu soient sur au final 4 jours, que les repas sur place soient pris en charge, ainsi que les boissons. Le café le matin, c'est important, à midi. Et donc c'était pour les élèves 65 € par personne, tout compris. La seule chose qu'on a demandé de payer en plus, c'est que les casiers de bière, c'était 1 € la bière le soir. Voilà. Donc là, on était sur, tu veux boire un verre le soir, si c'est du soft, c'est pris en charge. Si tu veux un verre de vin ou un verre de bière, tu payes 1 € en plus. Voilà. Et c'est eux qui tenaient la caisse, et de toute façon, les bénéfices, entre guillemets, générés par cette caisse leur permettaient d'organiser leur projet suivant, qui est leur voyage réto au mois de mai, dans les 5 terres en Italie. Donc en plus, c'était fun pour eux de faire ça, quoi. Moi, je pense que 65 € pour une école publique, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et en même temps, j'ai pas eu l'impression... Enfin, on n'a pas eu de plainte. Et c'est peut-être à noter, mais c'est important parce que c'est une question qui revient souvent, la question du costume. C'est que vous aviez un partenariat avec le théâtre de Liège, oui. Ce qui est quand même une richesse terrible parce qu'ils sont hyper accueillants, alors, on tient à le souligner ici. Et on les remercie pour toute l'aide qu'ils ont apportée. Ils sont incroyables, ouais, ils sont géniaux. Et là, le deal, et ça a été longuement réfléchi par l'équipe d'Orga, parce que si on paye les costumes, ça veut dire que ça pèse dans ces fameux 65 € pour tout le groupe. Et en même temps, si on dit celui qui a les moyens va se payer un beau costume, et s'il n'a pas les moyens, il vient un peu mal habillé. Donc on a pris, c'est les élèves qui m'ont proposé le deal que tous les rôles dont le costume était vraiment primordial, la cour, les avocats, ainsi que les gendarmes, la brigade de gendarmerie en costume complet, ça fait quand même pas mal dans une salle de procès en 44, ont été pris en charge par le pot commun. Et que les rôles
type public, par exemple, hein, c'est voilà, journaliste, les rôles qui gravitent autour du procès, ils se sont arrangés. Donc il y a eu une séance commune avec le Théâtre de Liège qui nous ont fait un prix. Tu souhaites venir au Théâtre de Liège, tu as un prix scolaire, et tu viens faire ton costume, mais tu le payes. Donc certains, je crois qu'il y a une dizaine d'élèves qui ont fait ça sur les 60. Mais alors ils ont un sens pour les fripes, hein, les gamins. Il y a plein de choses qui sont ouvertes ces dernières années sur Liège. Le nombre de gosses qui sont arrivés qui étaient impeccables en me disant, moi j'ai payé ça au kilo, j'ai pour 4 €, et je suis en 44. C'était assez impressionnant de voir aussi leur costume leur capacité de rebondir et ouais, c'est ça, de trouver des trucs. Et puis ils sont des arrière-grands-parents, des grands-parents. Alors, c'est plus facile que pour le gène que vous organisez sur l'Égypte antique, évidemment. Voilà. Voilà. Ici c'était plus facile, quoi. Mais c'est une question, c'est bien parce que ça montre aussi que les orgas se sont posé la question et ont proposé ces choix. Tu n'as pas en famille, t'as pas envie de faire les fripes, tu viens au théâtre et tu payeras 10 €. Ou on fait une sortie collective, on va chez Oxfam au kilo et ceux qui savent un peu aident les autres à trouver. Et je pense qu'ils ont passé même une belle après-midi à chercher leur costume, quoi. C'est vraiment, ça fait partie on parlait de la préparation, quoi. En tant que joueur, joueuse, même pour nous, hein, préparer le costume et tout, C'est ça fait toujours un partie du plaisir, évidemment. Mais pour eux, il n'y avait pas de pression de costume Ouais, qui était existante vu la manière dont c'était organisé. Ouais, tout à fait. Super. Revenir moi sur une question qui m'intéressait aussi par rapport à la didactique de l'histoire. C'est peut-être mon côté sociologue, j'en sais rien, mais je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué à aborder. C'est vraiment toute la question des structures mentales dans la manière dont on appréhende l'histoire en classe. Enfin, en tout cas, nous, on a eu quand même beaucoup l'histoire des grands hommes et compagnie quand on était en secondaire. Peut-être que le programme a changé, j'en sais rien, j'espère, un peu. Mais là, par contre, j'ai l'impression que ça donne une belle opportunité d'approcher ces questions-là. Et le fait de l'incarner, d'endosser le rôle, etc., de vraiment aller plus loin, quoi, dans cette approche des choses, cette histoire un peu sociale. Ouais, tout à fait. Après, Kevin était avec moi, spoiler, pour tout le monde, était avec moi en classe d'histoire, à l'UNIF, donc, mais on n'a pas été aussi loin dans l'histoire de la collaboration, de la résistance, hein. Donc c'est vrai que là, on a des gamins de 5e, 6e secondaire qui, par la pédagogie du projet, vont en fait beaucoup plus loin, creuser plus loin que le programme, et c'est ça qui est très chouette. Le programme en histoire, en fait, il est très, très light, hein. Il nous demande de voir un certain nombre de concepts, un certain nombre de compétences, et un certain nombre de moments clés. On articule ça un petit peu comme on veut. Et ce genre de projet montre à quel point, en faisant autrement, en fait, on va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, et que quand on rentre en classe, après le chacun des Belges, après le travail qu'ils ont fait, on ne relit pas son programme en disant j'ai bien tout vu. Non, on a vu beaucoup trop. On a vu les choses à la limite, même on parlait tout à l'heure de politique, de complexité d'aborder ces schémas-là, on est bien au-delà et on n'a pas l'impression de l'avoir bâclé non plus. Et ces compétences d'historien là qu'ils ont développées, elles sont transposables après sur d'autres périodes, enfin tu vois, ça facilite les choses de l'avoir fait de manière poussée sur une période ou sur un moment. Je sais pas si je suis clair. Ouais, bien sûr. Ouais, bah ça n'empêche pas que le reste du temps en classe, en fait, la vie continue et qu'on a vu les autres périodes et qu'effectivement, bah, l'histoire c'est avant tout un état d'esprit, une méthode de travail, un esprit critique. Mais ici, on va le pousser très très loin sur la question de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que là, je vais les retrouver dans 2 semaines. Je me réjouis de pouvoir débriefer de ça avec eux et on va parler de mai 68. On va parler de la suite, on va parler de la guerre froide, et je suis persuadé que cette capacité qu'ils ont eue à préparer, à chercher, à se renseigner sur leur rôle pour le jouer, va leur permettre après d'être va me servir au final en tant que prof. Ils ont appris à se poser des questions et à aborder les sujets de manière différente, avec le côté introspection du rôle, et ils peuvent appliquer effectivement, là je parle du côté extérieur à l'enseignement, mais je pense qu'ils peuvent l'appliquer à d'autres périodes, voire même à d'autres matières par la suite. Ouais, et à mon avis, le fait qu'ils ont fait d'autres projets avant fait aussi qu'ils sont arrivés pour préparer leur rôle avec un certain état d'esprit qui fait qu'à mon avis ça a rendu les choses possibles aussi. C'est loin d'être leur premier projet, et peut-être que c'est leur premier GN, mais tant mieux en fait qu'ils aient fait d'autres projets, d'autres manières différentes avant d'aborder des points. Ils sont peut-être arrivés avec un état d'esprit aussi très ouvert sur la manière de préparer leur rôle, plus sur le fond que sur la forme, par exemple. Oui, sur le fond. Je pense qu'ils se sont pas intéressés fort à la prestation de rôle, par contre au fond historique, par exemple, qu'on a pu recalibrer après, mais qui fait qu'ils ont
jouer différemment que des adultes. Par exemple, c'est une question qui me traverse l'esprit là, mais c'est un projet qui était évalué. Eux, ils sont évalués dans ce cadre-là ou c'est... Alors, oui, c'est vrai. Ils sont évalués, mais pas sur la prestation, sur le chagrin. Ils sont évalués dans la manière dont on a préparé les choses avant. Donc, ils ont construit chacun, à partir de leur rôle, ils ont fait une proposition. Donc, par exemple, l'avocate, tous les élèves ne sont pas chez moi, donc je parle des élèves qui sont chez moi. L'avocate qui joue la défense a proposé de faire un travail sur la manière dont les traîtres ont été jugés, sur l'épuration en Belgique dans les années 40, qui a été présenté au reste de la classe. Ce travail a été évalué. J'ai des élèves qui jouaient des résistants, qui m'ont proposé de faire un travail sur la résistance, et de manière très précise sur c'est quoi cette fameuse dame blanche dont on parle, qui a été présentée en classe. Mais tout ça c'est fait en amont. Oui, okay. Avant le jeu de rôle, donc a été évacué. Le côté finalement scolaire a été évacué avant. J'espère que personne n'aurait l'idée d'arriver avec une grille d'évaluation à un jeu de rôle en fait. Vraiment, franchement. Après, je pense que ça pourrait naître dans certains esprits. Voilà, c'est pour ça que je voulais aborder. C'est une bonne question qui mérite. Par contre, c'est clair qu'on a beaucoup travaillé dessus et c'est bizarre à dire, mais c'était demandeur que leur préparation soit évaluée. Ça, je comprends. Ouais. Mais j'allais pas évaluer la manière dont ils avaient lu la fiche de personnage. Je m'imagine bien avec Kevin en disant t'as compris quoi toi qui joue. Mais par contre, il a mis des barres. C'est ça exactement. Alors là, on est 3 mois trop tard dans la mode. Mais après il y a un côté pour utiliser une formule, mais tout travail mérite salaire quelque part. Voilà, ils ont sué sur la préparation et en tant qu'élève ils méritent bien d'avoir une évaluation positive, surtout s'ils se sont bien donnés. Clairement, et puis ils ont beaucoup travaillé dessus, ils sont impliqués, donc ouais, c'est sûr qu'ils avaient envie en fait d'être évalués, et donc on a évacué ça sur le travail de préparation. Il y a encore une facette qu'on a esquissée à 2-3 moments que je voulu aborder, c'est la question, vous l'avez dit, le gène a été filmé. Oui. Est-ce qu'on n'en dirait pas 2-3 mots et se poser la question de ce que ça donne, et là c'est de manière même plus générale, quand on filme un gène il se passe quoi, parce que ça, moi je connais pas le gène qui a été filmé de manière un peu pro comme ça. Alors c'est forcément aucun gène ne se ressemble, donc c'est pas toujours facile d'évaluer si le gène aurait été différent s'il n'avait pas été filmé, mais de ce que j'en ai vu, je pense que alors c'est peut-être le public présent qui veut ça, mais j'ai pas l'impression que ça ait vraiment impacté leur prestation, leur manière de jouer ou leur ressenti sur le gène, qu'une caméra soit présente de temps en temps. Au contraire, je pense que même lors des interviews, ça leur a permis de s'exprimer, de partager via les biais des questions qui leur étaient posées sur leur expérience, mais qui seront très contents de voir le résultat projeté plus tard sur écran. Et je crois que l'équipe qui a filmé sera aussi très contente. Donc c'est Time Freeze, hein, c'est ça? Oui. Donc c'est pour la chaîne YouTube Time Freeze. Ils voulaient faire un sujet sur les Dullard depuis longtemps. C'est un sujet qui intéresse particulièrement les membres de la chaîne. Et donc ils ont entendu parler du chagrin, sont venus m'en parler, on proposait. On a discuté avec Nathanaël notamment de la question de l'image, enfin des droits à l'image des gens qui étaient présents. Et et donc ils ont eu l'autorisation de venir sur place. Ils pensaient avant d'arriver faire un reportage, enfin après production faire un reportage d'une 20aine de minutes. Avec le matériau pris le premier soir, la personne responsable m'a dit je ne sais pas comment je vais faire, moi même après production, de quoi faire 1 heure de reportage. Et c'était encore avant de faire les interviews, où sa seule réaction, quand je lui ai demandé comment c'était passé, il m'a dit t'es pas prêt, ces A2 sont trop géniaux, je ne sais pas comment je vais réussir à condenser tout ça. Donc voilà, mais c'est un beau teasing. Hein. C'est la prochaine série qui sort sur les plateformes. On est, c'est sur Prime et sur Apple TV, bientôt dans les bacs. On va essayer de référencer le reportage de Time Freeze s'il est sorti au moment de la publication de ce podcast, pour pouvoir le renvoyer nos auditeurs, nos auditrices. On les invite chaleureusement à aller le voir évidemment. Et s'il n'est pas encore sorti, on essaiera d'en faire également le lien après. Et si les choses se déroulent bien, il y aura peut-être une projection dans Liège. Oui, c'est ça qui est chouette, c'est aussi de pouvoir bénéficier du réseau auquel on a accès. Donc, outre une belle salle de cinéma, waouh, c'est sûr qu'on va le projeter. En fonction, alors ils sont en train de monter. Donc, s'ils sont contents du travail, ils accepteront sûrement qu'on leur propose une vision au Grignou. Et là, ça pourrait être très chouette de réunir, évidemment, les participants, mais ils l'auront déjà vu à l'école, leur famille, parce que comment raconter un GN, comment raconter un GN. Moi, je pense à mon équipe pédagogique. Vous posiez des questions, évidemment, ceux qui sont venus et qui viennent, les 120 collègues à qui j'explique, pendant 3 jours, on a fait un procès d'assises, mais oh non, en fait,
compliqué à expliquer. Ça bah c'est ouais, tous les jours. c'est dingue, hein. Quand on revient de GN. C'est dingue, et ici je pense que dans le cadre de l'EduLARP, c'est particulièrement important d'avoir un outil comme ça, et évidemment que leurs parents viennent, et ce serait vraiment génial de faire se rencontrer la communauté de GN et l'EduLARP pour voir à quel point on peut préparer ensemble la suite. Parce que sans les GNistes pro, il n'y a pas d'EduLARP, et je pense que l'EduLARP peut amener énormément aussi à la communauté de GNistes, parce comme on l'a dit pendant tout l'épisode, finalement, ils ont une vision différente, de néophytes aussi, et je pense que l'interaction entre les deux sera très riche. Oui, on voit bien que ça pose plein de questions sur les structures et la manière d'organiser, quoi. Ouais. Et à propos de porosité entre les GNistes et les adolescents, très anecdotiquement, est-ce qu'il y a des adolescents qui sont rentrés dans le milieu du GN après, qui ont voulu en faire d'autres? Après le premier, parce que ici le deuxième est un peu récent. Question qui s'est posée effectivement avec les adultes, parce que ce qui est chouette, c'est qu'une partie de l'équipe d'adultes qui a encadré le premier est venue sur le deuxième, et que effectivement c'est une question qui se pose. Ben non, en fait. Ils sont jeunes, Et après le premier, on avait aussi la barrière de la communication, à savoir que les réseaux sur lesquels communiquent les GNistes ne sont pas ceux de cette génération. Donc après le premier run, quand ceux parmi les adolescents qui étaient intéressés se sont adressés à nous, nous ont dit où est-ce qu'on peut voir l'information sur vos GN, sur d'autres activités. Quand la première réponse a été Facebook, ils ont eu une mine dégoûtée, nous ont dit on ne va pas sur ce truc de vieux, et sont partis. Et alors cette fois-ci, je sais que il y avait une frustration aussi dans l'équipe qui m'avait accompagné de ne pas avoir pu communiquer avec ces adolescents. Et donc quand la question s'est posée cette fois-ci, il y a eu une réflexion un peu plus poussée sur comment est-ce qu'on peut transmettre et communiquer avec eux, et éventuellement voir, sans faire du prosélytisme pour autant, si certaines d'entre eux sont intéressés par la question et pourraient participer à d'autres GN et qui sait commencer une carrière de GNiste. Oui, après je ne jette pas un seau d'eau froide sur cette idée-là, mais ils ont 17 ans et ils vont rentrer dans les études supérieures. Et en fait, ça s'appelle un tunnel. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux qui viennent d'être intéressés, qui se sont donnés super bien, pourraient y revenir, mais plus dans 5, dans 10 ans, en fait, que de se demander maintenant s'ils reviennent aux événements. Mais non, ils vont faire une année sabbatique, et puis ils vont faire des études dans une autre langue, et puis ils vont commencer leur vie professionnelle, et puis ils vont peut-être avoir des enfants. Et en fait, il y a ce moment aussi qui est lié à l'âge qu'ils ont, au fait qu'ils sont sur 60 projets en même temps, qui fait que si il y a des GNistes dedans, et à mon avis il y en a, ce sera avec un effet rebours. Et je me réjouis de voir plus dans 5 ou 10 ans combien d'entre eux seront devenus des GNistes que de savoir maintenant, là en réto, parce qu'à leur échelle, ils ont vécu un événement entre eux. C'est pas un GN de la communauté GN, ils ont vécu un événement scolaire, en fait. Et ils reviendront sûrement sur d'autres choses en voyant un appel. Eux comprendront ce que c'est un casting pour passer sur Conquest, enfin peu importe. Alors que tout le monde ne comprend pas ça, quoi. Bien sûr. J'ai l'impression que doucement on a fait le tour. Je sais pas s'il y a encore des éléments que vous avez envie d'aborder, des trucs qu'on aurait oubliés. Des choses importantes. En tout cas, j'ai rien qui me vienne en tête pour le moment. Des messages à faire passer, des listes de courses. On voit en tout cas que le projet a été rondement mené pour la deuxième fois. Ça nous fait vraiment super plaisir de vous avoir accueillis ici. On va donc référencer le projet Time Freeze. Et peut-être renvoyer aussi vers la page du site où on héberge toujours une petite description du GN, donc comme ça s'il y a des personnes intéressées, ça permettra d'avoir une vue du projet, et d'avoir quelques premières informations, et puis on est disponible évidemment pour répondre aux questions et renvoyer aux auteurs. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était les Traversées Ludiques. À bientôt. Au revoir, merci.